des notes que vous avez devant vous. OK? Donc, on va commencer en faisant les démonstrations de tout ce que je peux faire. Puis après ça, on va passer au modèle de la lumière. OK? Parce que notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de venir à voir c'est quoi les comportements de la lumière et qu'est-ce qu'on utilise comme explication. D'accord? Alors, c'est quoi les théories qu'on utilise? Parce qu'on ne peut pas voir la lumière. Et puis, vous allez voir même en fin de compte que l'explication qu'on a pour les comportements de la lumière, elle est incomplète. OK? Vous allez voir ça par la fin de l'unité. Mais pour commencer, on va parler des modèles de lumière qui ont existé depuis longtemps, les comportements qu'on voit depuis longtemps, et puis les explications qu'on a essayé de leur donner. OK. Premièrement, j'ai ici une source de lumière blanche. OK? Et puis, je regarde sur le tableau. Oh boy, ça marche pas bien. Bon. Est-ce que vous voyez ce faisceau de lumière? Le voyez-vous? OK. Dans quelle direction est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il bouge en ligne droite ou est-ce qu'il courbe? Ligne droite. Il va en ligne droite. Il n'y a pas de gravité là qui est en train de prendre la lumière et en train de le tirer vers le sol, n'est-ce pas? La lumière semble se propager de manière rectiligne sans que la gravité fasse quoi que ce soit pour changer son parcours, n'est-ce pas? OK. So, propagation rectiligne, on s'entend là-dessus. OK. Je vais faire ma deuxième démonstration, le deuxième comportement qu'on peut observer de la lumière. J'ai ça. OK. Bon. Là, qu'est-ce qui arrive quand je mets un miroir? Qu'est-ce qui va arriver, pensez-vous? Il va y avoir une réflexion. Très bien. Ça, c'est le mot qu'on cherche. Une réflexion. Maintenant, la réflexion qui va avoir lieu, à quoi? Qu'est-ce que vous pourriez, quelle relation est-ce que vous verriez entre l'angle à laquelle la lumière frappe le miroir et l'angle à laquelle la lumière quitte le miroir? Qu'est-ce que vous dites? Équilatéral. The other one. Isosceles. Comme un triangle isocèle. Yeah, like D'accord. Ça fait comme un triangle isocèle, d'accord. Si je change l'angle, est-ce que vous remarquez que l'angle de réflexion change aussi? Souvenez-vous quand on a fait l'unité des ondes en 2 dimensions? Yeah. OK. Puis, qu'est-ce que vous vous souvenez de la loi de la réflexion? C'était quoi la loi de la réflexion? Like add is égal à what was it? The theta is on both sides of the vertical. I, l'angle d'incidence, était égal à L'angle de réflexion. l'angle de réflexion. OK. So, on peut voir que, donc, tu mets le miroir, le rayon de lumière incident quitte le miroir avec un angle de réflexion qui est égal à l'angle d'incidence. D'accord? L'angle d'incidence. Ça, on avait appris ça aussi, la loi de la réflexion, quand on a fait les ondes. Vous vous souvenez? OK. Là, ici, tout le monde, j'ai un bloc de... C'est comme du plexiglas. Vous savez c'est quoi du plexiglas? C'est dur. Et puis, je vais essayer de faire une petite démonstration. Je ne sais pas si ça va être facile pour vous de le voir, mais je vais faire passer mon rayon de lumière. OK. Ça se voit pas bien. OK. Je sais que c'est peut-être pas facile pour ceux à la maison de voir ça ici, là. Mais qui pourrait venir en avant ici puis me dire ce qu'il voit? Je vais bien ici. Et bon. Dis-moi, quand la lumière rentre dans le morceau de plexiglas, qu'est-ce qui arrive à sa direction de propagation? Oh, dans le plexiglas, l'angle change. L'angle change. Très bien. Quand ça quitte le plexiglas, qu'est-ce Ça que tu dis? retourne à son angle original. Très bien. Un peu like bouger. C'est bon. Exactement, c'est bon. Alors, on remarque que la lumière... Merci, Chevin. Quand la lumière rentre dans ce bloc de plexiglas, son angle est dévié. Okay? Sa direction de propagation est déviée. Souvenez-vous comment on appelait ça lorsqu'on l'a étudié plus tôt ce semestre? La réfraction. Ça s'appelait la réfraction. Puis, dans quelle unité est-ce qu'on étudiait la réfraction? Les ondes en 2 dimensions. Et comment est-ce qu'on expliquait la réfraction? C'était quoi la réfraction? C'est l'indice de réfraction. Vous vous souvenez de l'indice de réfraction? Oui, ça avait à faire avec... quand la vitesse de la lumière, qu'est-ce qu'elle faisait lorsqu'elle rentrait dans un nouveau milieu? Oh, ça changeait. Pardon, j'ai dit la vitesse de la lumière. La vitesse des ondes changeait
lorsqu'elle est rentrée dans un niveau milieu. Okay? Puis nous autres, on avait fait ça comme un milieu profond, peu profond. Puis quand on avait utilisé ça avec les ondes, on avait dit, quand les ondes rentrent dans un milieu qui est moins profond, d'accord, un milieu lent, la direction de propagation des ondes allait vers la normale. Puis quand les ondes rentraient dans un différent milieu où c'était un milieu rapide, plus rapide, l'angle de réfraction s'éloignait de la normale. Ça devenait plus grand. Puis on utilisait la loi de Snell pour faire des problèmes. Ce là OK? Alors, la lumière, est-ce que vous avez vu que la lumière subit de la réfraction? Chemin l'a vu de près, là, puis ceux à la maison, probablement qu'ils ne l'ont pas vu. Mais la lumière subit de la réfraction. Vous avez remarqué? Chemin l'a remarqué. Confirmé. OK. Bon, prochaine chose. Un autre comportement que je peux vous montrer. Ça, c'est quoi ça ici? Vous avez déjà vu ça ici? C'est un prisme rectangulaire. C'est pas un prisme. Triangulaire. C'est juste un prisme. Oui, c'est juste un. Ou des fois, on l'appelle juste un prisme. Sarah. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Oh. Qu'est-ce que j'essaie de faire ici? Oh. Ça comme divise en deux parties. J'essaie de faire. C'est pas facile. Puis j'arrive jamais à le faire rapidement. Ça prend toujours beaucoup de temps. Ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de faire passer la lumière blanche à travers de... Oh! Ça s'en venait là. À travers d'un prisme. Puis qu'est-ce que la lumière blanche fait lorsqu'elle passe à travers d'un prisme? Ça va diviser dans l'arc-en-ciel. Ah! Ça va diviser la lumière dans la couleur, dans les couleurs qu'on voit lorsqu'on voit un arc-en-ciel, par exemple. OK. So, la lumière subit, puis peut-être vous voyez ça dans votre maison quand la lumière passe par certaines fenêtres, je sais qu'on le voit chez moi. Quand la lumière passe par certaines fenêtres, elle va être dispersée. J'arrive pas à le faire. Juste un petit peu là, ici. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Oh, yeah. Voyez-vous les couleurs de l'arc-en-ciel? La lumière devient dispersée. Elle se divise en couleurs. Puis vous connaissez-vous les couleurs de l'arc-en-ciel? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Quelque chose comme ça. Ça, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, la lumière, lorsqu'on la fait passer à travers d'un prisme, va se diviser en couleurs. Tous des comportements qu'on voit pour la lumière. Je vous en montre un dernier comportement. Et puis, ce comportement ici, ça va peut-être me prendre une couple de minutes là, de l'avoir correctement. OK. Non. Peut-être que ça va fonctionner mieux si... Est-ce que tu pourrais fermer le store, s'il vous plaît? Angela? Don't you mean Annie? Flow. Attention. OK. I want to sit down. I appreciate it. Why are you sitting over there? Excuse-moi, Nora. I used to put it in a timeout. OK. Mon laser, il fonctionne pas aussi bien qu'il fonctionnait avant. Malheureusement. Mon laser ne fonctionne pas aussi bien qu'il fonctionnait avant. Excuse-moi, Nora, prends pas. Voyez-vous le laser au tableau? No. Non, ben, c'est comme il est pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce laser ici. Peut-être qu'il est vieux, il est juste vieux. Use your laser vision. Si j'avais un laser pointer, je pourrais le faire. Je ne sais même pas que je vais être capable de vous montrer ce que je veux vous montrer avec cette démonstration, malheureusement. Parce que mon laser, il n'est pas aussi bon que je pensais qu'il était. Okay? Il vieillit comme moi. No, it's not. You need to get some new things this year. Oui, des nouveaux gadgets. OK, je vais voir si je... Yeah. Ça, c'est ce qui... Oh! Oh. Ça, c'est pour ça que... C'est ça qui arrive avec l'humanité ces jours-ci, hein, avec le coronavirus. Oh, monsieur, that was not a tasteful joke. Oh my gosh! What do you say? With the old and then with the new. Il n'y a pas autant de news ces jours-ci aussi, en plus. That's true. OK. Je vais enlever ça ici. Où est-ce qu'ils sont mes lignes? Où est-ce qu'ils sont mes lignes? Elles sont là. OK. Oh, ça devrait. Si ça va passer à travers, ça va fonctionner. Oh boy. Ça va. Ça, c'est un gros bomb, ça, ici, tout le monde, parce que je suis pas capable. Mon laser, là. Il y a personne qui a un laser pointer avec les autres? Is there like a laser pointer app? I doubt it. Non. Ton téléphone fait qu'il soit occupé. Oh boy. OK, ça fonctionne pas malheureusement. Je peux pas vous le montrer.
Ask the office. I bet a teacher has one. Je peux certainement vérifier une vidéo. Je peux certainement vérifier pour une vidéo sur ça, OK? Alors, c'est ça que je vais faire. Can we leave it like this? Ça No. s'appelle Oh, my eyes are gonna hurt. This la year. distraction. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Oh. OK? So, je vais vous montrer une poche que vous pouvez trouver on the fly. Just if he asks. Angela, peux-tu lever le star? He's like, grr. Oh. Apparently that's a Spanish texting slang. You say good, it means to math. Oh. We learned that today in Spanish. OK, ça c'est bon. OK, j'ai besoin de nous au prochain slide. So, d'habitude, quand tu as un bon laser, je peux vous montrer ce qu'on appelle la diffraction de la lumière. OK? Qui est, quand tu fais passer la lumière, par exemple, à travers de deux petites fentes qui sont très minces, puis tu fais passer ta lumière à travers de ça, vous allez voir un patron très intéressant qui va émerger. OK? Ça, c'est juste un, comme j'ai dit, c'est encore une fois un comportement que la lumière nous montre. La voici. I think we would be able to see it better if all the stars were fashioning. So. Malheureusement, les personnes sont en train de perdre un peu. Oh, I see. OK, so ça ici, c'est ce qui arrive quand tu fais passer la lumière là, à travers d'une petite fente. Voici ce que tu vois. La lumière, elle passe à travers la fente, puis là, elle se disperse. OK, je dis disperse, mais est-ce que vous vous souvenez quand on utilisait les ondes? Quand les ondes contournaient un objet, comment est-ce qu'on appelait ça? La diffraction. La diffraction. Oh, la diffraction. Puis on voit que la lumière fait la même chose. OK? Quand elle passe à travers une ouverture, elle fait ses patrons comme ça ici. C'est vrai? OK? Quand on a fait passer à travers de deux fentes, on va remarquer ça ici aussi. Donc, il y a comme des zones claires, des zones sombres, des zones claires, des zones sombres, puis des zones claires, puis des zones sombres en alternance. OK? Ça, c'est ce qu'on voit. La lumière fait ça. D'accord? Puis, comme n'importe quoi d'autre, l'être humain, lui, quand il voit un comportement, quand il voit quelque chose, il essaie de l'expliquer. Il essaie d'établir des théories selon ce qu'il observe. Puis, il la teste. Okay? Il utilise la méthode scientifique pour essayer d'expliquer certaines choses. Je pense que c'est assez. But it's on. This is. Can't be. On mute. Où est-ce que je suis? Je suis ici. Je suis là. Yeah! OK. Alors, mon but, là, au début, c'était de vous montrer les différents comportements de la lumière, puis on va essayer de les comprendre. Okay? Comment est-ce que les êtres humains ont tenté d'expliquer ces choses-là? Expliquer la lumière. On va commencer il y a très longtemps. On va commencer il y a environ 2500 ans. OK? Puis la première personne, d'après les écrits, qui aurait, les premières personnes qui auraient émis un modèle de lumière, s'appellent les pythagoriciens. Okay? Qui vous fait penser à quoi? Pythagore. Son fameux théorème, Pythagore. Ils furent le premier groupe à pondérer la nature de la lumière. Eux autres, ils disaient que la vision d'un objet s'établissait lorsque les particules entraient dans les yeux. Les objets, là, quand on les voyait, c'est parce que les objets émettaient des je sais pas quoi, des particules. Puis quand ils rentraient dans nos yeux, on le voyait. Est-ce que vous savez un peu comment la lumière fonctionne par rapport, par exemple, à la couleur? So, isn't it like Vas-y. En français? tout est absorbé sauf que la couleur de l'arc-en-ciel qui est reflétée, puis ça c'est la. Oui, excellent. Très bien, excellent. Vous avez probablement vécu des expériences où vous avez porté, par exemple, durant l'été, une chemise noire. Puis, qu'est-ce que vous remarquez lorsque vous portez une chemise foncée ou noire en été quand il fait soleil? C'est chaud. C'est chaud. Maintenant, c'est pourquoi? Parce que la lumière, la chaleur, le rayonnement lumineux du soleil est absorbé par vos vêtements. C'est chaud. OK. À l'autre extrême, quelle couleur est celle qui réfléchit tous les rayons de la lumière? Le blanc. Puis moi, je remarque ça chaque été, parce que moi, j'ai une remise dans ma cour en arrière, okay, un shed, comme on dit en anglais, une remise, qui est peinturée en blanc. Puis chaque fois que je vais pour rentrer dans ma remise, puis le soleil est à un certain point dans le ciel, il faut que, comme je suis aveuglé quand j'essaie de rentrer là-dedans, là, parce que tout le rayonnement lumineux est en train de me frapper dans le visage, là, puis il faut que je défasse le cadenas comme ça ici presque. Okay?
So, vous avez, aux deux extrêmes, vous avez le noir, où toutes les couleurs sont absorbées, puis le blanc, où toutes les couleurs sont réfléchies. Si vous avez, par exemple, une chemise d'une couleur rouge, ça veut dire que tout le rayonnement électromagnétique est absorbé, sauf la longueur d'onde rouge. Okay? Bon. Continuons. Le philosophe grec Platon, ça c'est une photo de lui, était de différents avis que les pythagoriciens. Il croyait que la lumière consistait en filaments émis par l'œil. Sur lui, il pensait que l'œil était la source. Et on voyait les objets lorsque ces filaments les touchaient. C'était alors les yeux qui émettaient les rayons de lumière. Puis aujourd'hui, on nomme ce modèle le modèle tactile. Ce que je n'ai pas mentionné, le pythagoricien, eux autres, c'était le modèle émissif de lumière. L'objet émettait quelque chose, puis on voyait l'objet lorsque ces choses rentraient dans nos yeux. Platon lui disait que c'était nos yeux qui émettaient quelque chose et on voyait l'objet quand ces choses touchaient l'objet. C'était à l'inverse. Okay? Puis, en général, ce modèle de lumière était moins accepté que le modèle émissif des pythagoriciens. Il y avait comme cette compétition entre deux modèles. Vous allez voir, ça va revenir, ça, ici, dans quelques instants. Platon, il me semble que c'était un homme avec une bonne réputation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cru Platon? C'était des pythagoriciens qu'on appuyait. 2000 ans qu'on a vécu comme ça, avec des modèles de lumière incomplets, qu'on teste avec la technologie disponible à l'époque, qui n'était pas grand-chose. 2000 ans plus tard, on arrive au 17e, 18e siècle, où deux messieurs, un monsieur Isaac Newton et un autre monsieur Christian Huygens, que eux autres ont proposé des nouvelles théories pour expliquer les comportements de la lumière. Et c'est ce dans quoi on va se lancer maintenant. Okay? Le premier, c'était Isaac Newton. Lui a proposé ce qu'on appelle le modèle corpusculaire de la lumière. OK? Le modèle corpusculaire. Puis selon lui, il expliquait tous les phénomènes que je vous ai montrés dans le début de période en disant que la lumière est une particule. Puis il fallait qu'il explique tous les phénomènes, toutes les choses qu'il voyait à partir de ce modèle-là. Il disait que la lumière est une bunch de particules qui se déplacent en ligne droite. Okay? Connaissez-vous un peu Isaac Newton? Où est-ce qu'on l'a déjà vu, lui? Gravidad. Où ça? La gravedad. Est-ce que tu es sous? La gravité quoi? La gravedad. C'est quoi la gravité en espagnol? La gravité. Oui, il a fait des contributions à la gravité, très bien. Là, on va voir en physique 40, si vous faites ce cours-là, la loi de la gravitation universelle. Newton. Okay. Il a inventé le calcul avec Leibniz, on croit. On attribue la création du calcul à lui. Il y a d'autres choses, je me souviens à l'université, en optique, il y avait Newton's Rings. Il y a les lois de Newton. Okay. He's so good. Il a fait beaucoup de choses. But Einstein's better. Selon les écrits, il est un peu antisocial, un peu trou de cul. Okay. Mais oui, c'est indéniable. Il a contribué énormément à la science, surtout dans les sciences physiques. Oui, en tout cas, lui, puis il avait une très bonne réputation en passant. Hein, comme le monde, il était connu. Donc, quand lui proposait quelque chose, le monde écoutait. Il avait une bonne réputation de ce côté-là. C'était intelligent. Lui commence à expliquer les phénomènes de la lumière. Il disait que la lumière était une particule. Puis il expliquait que la lumière se propage en ligne droite. Okay, parce que, est-ce qu'une balle, par exemple, peut se propager en ligne droite? Elle peut, mais comment? J'ai-tu une balle? Oh, j'en ai une, OK. Donc, si je lance une balle, puis pas vite, est-ce qu'elle va en ligne droite longtemps? Non. OK. Et si je la lance un peu plus vite? Oh. Elle va en ligne droite un peu plus longtemps. Un peu plus vite que je la lance. C'est le plus vite qu'on la lance, le plus droit qu'elle va pour le plus de temps. Donc, lui, son explication pour expliquer la propagation rectiligne de la lumière, c'était que c'est des petites balles qui vont vraiment vite. Parce que quand on voit des balles aller très vite, elles vont aller droite, n'est-ce pas? OK. Pas pire. Il avait vu que la lumière subissait de la réflexion, de sorte que I était égal à L. Puis, une particule qui fait une collision élastique avec une surface réfléchissante, comme une balle de billard contre le bord d'une table. Il y en a ici qui ont déjà joué au billard. Pool. Oh, yeah. Okay. Connaissez vos angles. À quel angle est-ce que je dois frapper le bord de la table pour que ça frappe en ricochet?
respecte la loi de la réflexion. Il est égal à R. Donc, OK, ça fonctionne. Ça fonctionne. On peut dire que la lumière est une particule parce qu'on voit les particules respecter cette loi-là, la loi de la réflexion. OK. On a vu que la lumière, Chevin est venu en avant, il nous a confirmé ça, que la lumière subit de la réfraction. Okay? Un changement de direction lorsqu'elle entre dans un nouveau milieu. So, Newton a expliqué la réfraction en comparant le mouvement des particules de lumière au mouvement d'une bille qui descend un plan incliné diagonalement. So, imaginez-vous que vous avez une bille qui roule sur un plan droit, horizontal. Puis là, il descend, okay, comme un plan incliné. Puis après ça, il va continuer sur une surface horizontale. Donc, un petit peu comme Chevin a dit, ça rentre à un angle, ça change de direction, puis là, ça revenait à son angle original. So, vitesse, changement de vitesse, vitesse constante. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait à une bille qui descend un plan incliné? Qu'est-ce qui arriverait à sa vitesse? Elle augmenterait. Exactement, elle augmenterait. OK? Donc, en passant sur le plan incliné diagonalement, la balle accélère selon lui et s'incurve vers la normale. Son trajet est moins diagonal. En se basant sur une expérience semblable, Newton a conclu que les particules de la lumière accélèrent en passant d'un milieu moins dense à un milieu plus dense. Ça, c'est ce que je vous ai montré. La lumière qui allait d'un milieu moins dense, l'air, à un milieu plus dense, le plexiglas. OK? Oui. Wait, je sais pas si tu vas parler de ça, but isn't that not right? Oh! Because Attends un petit peu, attends. Ok, j'ai une autre question. Oh, OK, man. Okay, so tu sais comment lorsqu'il y a comme un bonfire and like above the bonfire, your vision is a little bit distorted. Est-ce que ça c'est de la réfraction? Il y a de la réfraction là-dedans, c'est aussi avec la chaleur. Yeah. J'ai pas une explication complète pour ça. Okay. Bon. La seule affaire, c'est qu'il lui était impossible à l'époque de mesurer la vitesse de la lumière. Okay. C'est ce qu'on va voir demain en classe. On va parler un petit peu de comment est-ce qu'on est arrivé à mesurer la vitesse de la lumière. S'il pouvait mesurer la vitesse de la lumière, ça lui permettrait d'appuyer ou de réfuter son modèle. D'accord? Mais c'était Isaac Newton, so on avait tendance à le croire. OK? Oui. Je pense que le paquet, c'est vraiment... Oh boy. Tu peux calculer dessus? Tu en penses? Ensuite, finalement, dispersion, ce que j'ai montré, c'est difficile de vous le montrer, là, mais quand la lumière blanche passe à travers d'un prisme, elle se divise, elle se sépare, elle se disperse. Puis la façon que Isaac Newton a proposé d'expliquer cela, c'est qu'il dit que les particules les plus réfractées, qui étaient les particules violettes, avaient une masse moins élevée, elles étaient plus faciles à bouger, que les particules les moins réfractées, les particules rouges. Okay? Ça, c'était son explication. Puis encore, n'oubliez pas, c'est les années 1600, ça ici. Okay? Donc, ça fait longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de technologie. La loi de la conservation de la quantité de mouvement confirme cette explication. Mais lui est en train d'attribuer de la masse aux particules de lumière. OK? Il faut juste qu'on note ça. Bon. Nous autres, on a remarqué, quand je vous ai montré la petite vidéo sur la diffraction, que lorsque la lumière passe par une petite ouverture, elle prend plus de place. Puis lorsqu'elle passe à travers de deux fentes, elle interfère, elle fait des patrons de zone claire, zone sombre, zone claire, zone sombre. Si la lumière était une particule, puis les particules passent à travers une fente, n'est-ce pas qu'on verrait ça ici? N'est-ce pas? On verrait juste comme la lumière passe par une fente, puis on verrait juste un petit point correspondant à la fente sur un écran, par exemple. Mais c'est pas ça que la lumière fait. Lorsqu'elle passe par la fente, elle prend plus de place, elle se diffracte. Okay? Donc, Newton, comment est-ce que lui allait expliquer ça, si la lumière est une particule? Voici ce qu'il dit. Newton a expliqué que la déviation de la lumière résultait d'interactions et de collisions entre les particules de lumière et les bords de la fente. So, juste imaginez ça ici. Donc, j'ouvrais la porte. Puis, on lançait des balles constamment à l'extérieur de la porte. Puis, elles étaient, je ne sais pas, mouillées avec la peinture. Puis, elles frappaient les casiers. Si on lançait 1 million de balles à travers la porte, est-ce qu'on verrait plein de peinture à la gauche et à la droite de l'ouverture de la porte? On en verrait peut-être quelques-unes si elles frappaient le bord puis elles changeaient de direction, right? Yeah. Mais ça ne serait pas comme des patrons réguliers, zone sombre, zone, n'est-ce pas? OK. So, il faut qu'on s'entende que l'explication de Isaac Newton pour expliquer la diffraction avec son modèle corpusculaire, pas très bonne. Elle n'est pas très bonne. OK? Terrible.
Réflexion partielle, je laisse ça de côté. OK? On n'a pas besoin de parler de ça. C'est vraiment celle-ci là. La diffraction est mal expliquée par le modèle corpusculaire. OK? Cette explication est insuffisante parce que les bandes sombres et claires issues de la diffraction sont trop régulières pour découler de collisions plutôt aléatoires. OK, so comme n'importe quoi d'autre en science, quand il y a une théorie qui explique mal quelque chose, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de revoir notre théorie. Vous allez peut-être passer par une autre explication. So là, il y a un monsieur qui s'appelle Christian Huygens. Je pense qu'il est danois. Danois, c'est ça. Un jeune prodige. Un jeune prodige. So you're telling me that looks like Riker? Ça? Yeah. Il y avait beaucoup de cheveux, tu sais. Christian Huygens, lui, a proposé que, ben, selon les choses que moi je vois de la lumière, moi je propose que la lumière n'est pas une particule, mais qu'elle est une onde. D'accord? La lumière est une onde. Puis je vais tenter d'expliquer tous les phénomènes observables de la lumière en utilisant ce modèle ondulatoire de la lumière. OK? Je n'ai plus besoin de la particule ici. OK. Le modèle ondulatoire, comme le modèle corpusculaire de Newton, va, vous allez voir, bien expliquer la réflexion, la réfraction et la dispersion de la lumière. Mais là où il se distingue, c'est quant à la diffraction. Souvenez-vous quand on faisait des ondes dans l'eau ou des ondes sonores, elles se diffractent lorsqu'elles passent par une ouverture, n'est-ce pas? Comme la lumière fait. Le modèle ondulatoire fournit une explication bien solide pour expliquer ce phénomène mieux que le modèle corpusculaire. So, juste pour vous mentionner aussi, c'est qu'à l'époque, comme je dis, Newton, c'est un homme d'une très grande réputation. Le monde avait tendance à dire que Newton devrait avoir raison. Il a raison. Même si ce modèle ici a plus de sens, ça vous fait penser à des choses qui se passent même aujourd'hui, ça? Oh. Hein? Des choses, on a des explications pour expliquer les choses. Il y a encore du monde qui les croit pas. Hein? Donc, la réflexion. Comment est-ce que le modèle ondulatoire explique la réflexion? Bien, les ondes de la lumière, comme les ondes dans l'eau ou ailleurs, obéissent aux lois de la réflexion. I est égal à R. OK? Bon, ça marche. Comment est-ce qu'on expliquait la réfraction avec le modèle ondulatoire? En passant de l'air à l'eau, la lumière dévie vers la normale. On a vu ça en passant de l'air au plexiglas, au verre, par exemple. La lumière dévie vers la normale. Huygens a expliqué cette déviation en proposant que la vitesse de la lumière diminue en fonction du milieu le plus dense. Qu'est-ce que Newton disait? La vitesse de la lumière accélère, augmente, en allant de l'air à l'eau, par exemple. Cette explication va à l'encontre de celle de Newton. À l'époque, on ne pouvait pas déterminer la vitesse de la lumière autre que dans le vide. Mais plus tard, un monsieur Jean Foucault a fait l'expérience critique pour enfin découvrir que la lumière se propage plus rapidement dans l'air que dans l'eau. Oh! La théorie corpusculaire, boum! Ça va aller réfuter ce que Newton proposait. Rejetant la prédiction de Newton et favorisant celle de Huygens. Ce jeune homme, il n'a pas la réputation de Newton, mais il propose quelque chose qui a beaucoup de sens. La dispersion maintenant. On voit la dispersion, la lumière qui passe par un prisme se divise en couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque la lumière blanche traverse un prisme, on voit un arc-en-ciel. La lumière blanche est formée de plusieurs composantes, des couleurs, ayant une différente longueur d'onde. OK? Chaque longueur d'onde se fait réfracter à un angle différent. OK? Wow. Ça semble fonctionner. Ça ici, Huygens, comme on dit, he's on a roll. Comment est-ce qu'il explique la diffraction? Quand tu fais passer la lumière à travers de deux fentes, par exemple, okay? La lumière va passer par les fentes, puis là, elle va prendre de plus en plus de place. Elle va diffracter. On voit ça dans les ondes dans l'eau. Elle se diffracte. Puis qu'est-ce qui arrive? Là, la lumière va interférer. Puis quand les creux, puis les creux, puis les crêtes, puis les crêtes se rencontrent, on a de l'interférence constructive. On voit des bandes claires, brillantes. Lorsqu'on a crête et creux qui se rencontraient, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était des ondes qui étaient très calmes dans l'eau. Un petit peu comme ça ici, ça serait des ondes sombres. Comme avec les vagues dans l'eau et le son, la lumière subit de la diffraction quand celle-ci passe par une ouverture. De plus, lorsqu'une vague d'eau passe à travers de deux fentes minces rapprochées, ou lorsqu'on fait interférer les ondes circulaires provenant de deux sources ponctuelles,
une figure d'interférence constructive, okay, les ondes blanches ici, là, et destructive, les ondes noires, se produit. Une figure d'interférence semblable se produit avec la lumière. Oh, wow! Huygens, comme j'ai dit, là, il est en train là, de tout expliquer avec son modèle. À l'époque de Newton et Huygens, à la fin du 17e siècle, on n'avait pas observé cette interférence pour la lumière parce qu'on ne réalisait pas comment petite la longueur d'onde de la lumière était. Ils ne pouvaient même pas le prouver avec ce qu'on voyait avec la lumière. C'est plus tard que c'est venu. Un peu comme Einstein avec ses théories. On laisse ça de côté. OK! C'est là ce que je vais vous laisser aujourd'hui. Juste pour vous montrer, juste pour récapituler, que les modèles de lumière, ça fait 2000 ans, 2500 ans même, qu'on est en train de travailler là-dessus. Il y a 2500 ans, on a commencé avec quelque chose. 2000 ans plus tard, on était avec quelque chose qui était pas mal mieux. Puis il y avait ces deux théories qui étaient en compétition. Le modèle corpusculaire de Newton, puis le modèle ondatoire de Huygens. C'est là ce que je veux qu'on arrête. OK? Parce que là, demain, on va aller un peu plus loin pour voir qu'est-ce que c'est la lumière. Est-ce que c'est une particule ou est-ce que c'est une onde? OK? À suivre demain. D'accord? Sur votre devoir, votre devoir, Oh, cliffhanger. un cliffhanger, c'est ça. Votre devoir est de juste remplir ce tableau. Comment est-ce que le modèle corpusculaire explique ce phénomène? Comment est-ce que le modèle ondatoire l'explique? Et est-ce que c'est un bon argument? C'est une bonne explication. Alors, pour remplir ça, faites juste vous référer à vos notes. Puis, j'ai mis les 5. Remarquez, j'ai mis propagation rectiligne, réflexion, réfraction, dispersion, diffraction, pas de réflexion, réfraction rectiligne. Partielle. Est-ce que cela est sur XB, like, les réponses? Oui, monsieur! Tout est sur SB. Merci, madame.